Hey les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le week-end. Alors pour certains, ils travaillent comme moi, je travaille ce soir, je travaille dimanche aussi. Malheureusement, je ne serai pas là avec vous pour vous commenter le match Lyon-OM. Mais je suis là pour vous faire la vidéo d'avant-match, d'après-match, de débrief match qu'on fera ensemble, le live. Voilà, on fera nos notes, on fera certains sujets précis sur des focus, sur ci, sur là, les points marquants, ce qui n'a été, ce qui n'a pas été, on en parlera après la rencontre, lundi, logiquement, parce que dimanche soir, je ne peux pas, je travaille. Alors, tout d'abord, je vais vous citer une expression qui m'est venue là tout à l'heure en lisant même pas la presse parce que je ne l'ai pas lu, je vais la découvrir avec vous, mais je sais plus ou moins de quoi ça va parler puisque ça va être les sujets de la vidéo principalement. Il y a bien sûr de la conférence de presse, bien sûr 2-3 actualités avec le cas Mbemba, voilà, qui a été relayé par la Provence. On va en parler un petit peu, on va faire un petit point. Et il y a un cas aussi entre les deux attaquants. D'ailleurs, j'y réfléchissais avant de faire une vidéo. Je me suis dit, est-ce que je fais une vidéo ou pas? Et je me suis dit, oui, je vais faire une vidéo. Puisque la vie, comme disait la maman de qui? Dites-moi dans quel film c'est sorti là. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est dans quel film? N'hésitez pas à me le dire. Les amis, tout d'abord, avant de partir sur l'introduction et l'actualité et le mercato, s'il y a un petit peu de mercato, peut-être. N'hésitez pas d'abord à liker, abonnement, cloche, le commentaire et le partage. Allez, faites du référencement à la chaîne et on y va tout de suite sur quoi? Sur l'introduction. Et tout d'abord, avant de partir sur l'actualité, j'ai oublié de faire la capture de l'écran. Eh ben, c'est pas grave, c'est les ondes pondérées, on dirait. Je vais le faire directement avec vous. Regardez, il y a juste à faire ceci, cela, et vous allez voir la première actualité, c'est Benoît Payan, le maire de Marseille, qui va cacher dimanche, donc demain, un maillot de l'OM des 125 ans. Le maillot blanc, sûrement, c'est pas marqué si c'est le blanc ou le noir du gardien, mais en tout cas, je pense que c'est le maillot de blanc. Donc, il va cacher un maillot officiel de l'OM sur Marseille. Il y aura une énigme, le Marseillais ou la Marseillaise qui résoudra une énigme concoctée donc par le maire pourra trouver le maillot caché à Marseille. Donc ceux qui sont sur Marseille, n'hésitez pas à participer. Ça se déroulera sur France Bleu, je pense, vu que ça a été dévoilé par France Bleu. N'hésitez pas. Donc voilà, pour ceux qui cherchent un maillot, ben, vous l'avez de cette manière-là. Parce que ça va être compliqué. Il y en a qui m'envoient en message privé, Seb, tu ne saurais pas comment on aurait un maillot officiel ici et là? Je ne sais pas. À part passer par voilà, le maire ou passer par des personnes qui vous vendront les maillots qu'ils ont achetés. Moi, je l'ai acheté, je le garde pour moi. Voilà. Et peut-être que je vais acheter un autre maillot, peut-être le noir si j'ai la disponibilité, s'ils sont encore disponibles plutôt. Allez, on enchaîne les amis avec l'actualité. On y va tout de suite sur quoi? Sur le partenariat entre l'Olympique de Marseille et Free. Je vous lis ce que ça concerne. Dans le cadre de ce partenariat, Free réalisera lors de certaines rencontres à domicile, donc au Vélodrome et à l'extérieur, des émissions en live tournées directement depuis le bord du terrain, ainsi que des vidéos inside exclusives. Les amoureux de l'Olympique de Marseille pourront profiter de tous ces contenus sur les réseaux sociaux de Free Foot, mais aussi par le biais de son application accessible gratuitement, quel que soit l'opérateur sur iOS et Google Play. Donc ceux qui ont un téléphone, que ce soit Apple ou Samsung ou peu importe, vous pouvez regarder les contenus sur l'application Free Foot. C'est gratos, profitez-en. Voilà, donc il y aura des émissions en live tournées avant les rencontres, peut-être après les rencontres, ainsi que des vidéos inside, donc à l'intérieur du club. Très intéressant, hein. C'est gratuit pour nous, il n'y a pas d'abonnement à payer. C'est très intéressant d'en profiter quand c'est gratuit. Allez, on enchaîne les amis avec d'autres choses. Les matchs qui seront diffusés, et là, c'est pas gratuit puisque c'est sur DAZN. Dimanche à 20h45, vous le savez très bien, demain, Lyon-OM sur DAZN à partir de 20h45. Dimanche 29, donc dimanche prochain, 20h45 encore. Strasbourg-OM, encore un déplacement du côté de la Méno, et je serai là direct avec vous pour vous le commenter. Vendredi 4 octobre à 20h45, OM Angers sur DAZN encore une fois. Et je serai là en direct normalement si je ne vais pas au stade Vélodrome pour vous le commenter. On passera un bon moment ensemble. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y aura une personne qui débriefera les rencontres avec moi, peut-être à chaud après la rencontre ou le lendemain. Mais logiquement, demain, ça va être compliqué, ou après-demain, ça va être compliqué d'être à deux encore à l'écran. Je vais essayer de faire tout mon possible pour que ça change un petit peu mes live débriefs.
Mais si c'est pas pour cette semaine-là, ça sera pour la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Je prends mon temps. Je vais prendre les meilleures personnes possibles. Il y en a une que j'ai dans le viseur. Il y en a même deux, on va dire. Ils savent qui sont. Il y en a plusieurs qui ont peut-être candidaté. J'attends un petit peu. Je cherche un petit peu pour savoir qui sont les bonnes personnes. Et je choisirai. D'ailleurs, pour ceux qui me contactent sur Instagram et sur Messenger, je suis désolé, je n'ai pas encore lu tous les messages. N'hésitez pas à regarder dans la description de chaque vidéo et chaque live YouTube que je mets en ligne. Et vous regardez, vous avez tous les liens pour Discord, pour Twitter. Je traîne un petit peu plus sur ces réseaux-là. Allez, on enchaîne avec les autres matchs. Montpellier-OM qui se déroulera le dimanche 20 octobre à 20h45, encore DAZN. Et dimanche 27, le fameux choc OM contre les Puputes sur DAZN. Allez, on enchaîne maintenant avec quoi? Avec l'actualité. Et l'actualité nous dit quoi? Le staff des Bleus devrait laisser Rabiot parfaire sa condition physique à Marseille lors du prochain rassemblement, selon RMC Sport. Donc, Rabiot ne retournera peut-être pas avec l'équipe de France de Didier Deschamps et il s'entraînera et reviendra pour être au top. Pour quoi? Pour le choc OM Paris du 27 octobre. Et oui, ils nous le disent encore là, ils nous le précisent, Adrien Rabiot aimerait être prêt à 100% pour OM PSG le 27 octobre. Le milieu de terrain veut monter monter en puissance physiquement pour réussir sa saison, selon RMC. Voilà, donc ça serait une bonne arme supplémentaire. Imaginez-vous, on l'attend de toute façon, hein, de pied ferme. Rabiot, Højbjerg au milieu de terrain, ça va être énorme. Et derrière Balerdi qui reviendrait en forme. Et devant Greenwood qui claquerait des buts. Et Wai, pourquoi pas, qui claquerait aussi des buts. Ou Mopé, ou peu importe qui. Et Enrique qui resterait dans sa lancée. Franchement, je suis très hypé par cette saison. Et j'espère qu'on restera au coude à coude, si ce n'est être devant les Puputiens. Allez, on enchaîne les amis avec l'actualité. Donc Rabiot, on en reparle un petit peu avec Taiteiwo qui nous a dit ça. Alors c'était avant-hier ou il y a même 3 jours, je crois, un truc comme ça. Et il nous a dit, Taiteiwo, ancien latéral gauche de l'OM, champion de France bien sûr, dans la nuit, j'ai vu qu'il arrivait chez nous. Je me suis dit, il s'est trompé ou quoi? J'ai rien compris. C'est un super joueur, on a besoin de lui pour qu'il fasse la différence. On attend beaucoup de toi Rabiot, mon petit. C'est Taiteiwo qui nous dit ça du côté de BFM. Et on enchaîne, et cette fois on passe sur autre chose, on passe sur Greenwood. Plusieurs gros clubs, ils ont oublié gros club, ah si, non, on l'a mis. Plusieurs gros clubs suivent de près les progrès de Mason Greenwood avec l'OM. Parmi eux, le Real Madrid, Barça, le Barcelone, le Bayern Munich et aussi les Puputes, le PSG, selon Daily Mail. Alors bien sûr, on le savait qu'il y avait des clubs qui étaient en concurrence avec l'OM, la Lazio, l'Atlético Madrid, qui n'ont peut-être pas forcé comme ils le devaient, parce qu'ils devaient recruter un attaquant comme Dovbyk, si je ne me trompe pas de nom. Voilà, donc ils n'avaient peut-être pas les moyens d'investir comme nous on l'a fait, environ entre 25 et 30 millions d'euros. Donc là, maintenant, il y a des gros clubs qui s'intéressent à lui, que ce soit le Real, le Barça, le Bayern et les Puputes. Et eux, ils ont les moyens d'investir. Imaginez-vous l'année prochaine. Alors, je vous fais un scénario. Un scénario positif sur le côté financier, mais négatif sur le côté sportif. C'est-à-dire quoi? Imaginez-vous, Greenwood fait une grosse saison, comment s'attendre ce qu'il fasse, c'est-à-dire qu'il marque 20, 25, 30 buts, qui nous amène très haut au classement de Ligue 1, et pourquoi pas, on ne sait jamais gagner quelque chose, je touche encore du bois. Et derrière, en fin de saison, il y a des clubs comme le Barça ou le Real qui s'intéressent à lui, ou le Bayern ou les PSG, et ils nous proposent, je ne sais pas, 50, 60, 80, vous voyez ce que je veux dire? Une grosse somme de ce domaine-là. Je pense que l'OM serait amené à le vendre, à mon avis. S'il y a une somme qui monte un petit peu dans les tours, je pense qu'on serait amené à le vendre, à moins qu'on a les reins solides et qu'on se dise non, on veut le garder 2 ans et on le garde encore pour l'année prochaine pour gagner la Ligue des Champions. Non, j'abuse un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Pour être un peu plus en plus concurrent en Ligue 1 et pourquoi pas en Ligue des Champions, faire quelque chose, on ne sait jamais. Allez, on enchaîne avec Greenwood. Non, on enchaîne avec Mbemba. On fait le point sur Mbemba et sa situation. Donc, il y a eu une réunion hier, il y a eu un verdict qui a été donné par l'ALFP. L'ALFP réduit la sanction de Mbemba et pose un ultimatum au club. C'est-à-dire qu'il ne lui laisse pas le choix au club. Et on va voir ce qu'ils disent du côté de l'ALFP. Réunis mercredi pour étudier les dossiers disciplinaires du Congolais, encore mis à pied par l'OM, donc 2 fois consécutivement, avec son altercation avec Ali Zarak et aussi le fait qu'il n'a pas voulu se faire opérer une 2e fois, la commission juridique de la LFP a rendu son verdict ce vendredi, donc hier. La première mise à pied, a été prononcée début août après son altercation avec Ali Zarak, comme je viens de le dire, responsable du groupe Pro 2, où il avait été exilé. La seconde, samedi dernier, à quelques minutes du coup d'envoi de OM Nice, toujours effective jusqu'à son entretien préalable à un possible licenciement, programmé ce lundi 23 septembre. Cette mise à pied a été motivée par plusieurs refus du Congolais de se soumettre à des examens médicaux pilotés par les médecins du club, notamment une IRM à son retour de sélection la semaine du 9 au 15 septembre. Donc il a refusé
de se faire ausculter par les médecins du club, voilà, de faire une IRM, de faire une auscultation de son genou plus ou moins ou d'autre chose. Je crois que c'est le genou. Mais derrière, il y a une précision. On va lire la suite. Alors, je vous ai mis tout ce qui est important en bleu ou en jaune. Concernant la retenue du salaire de 14 jours qui date de Ali Zarak, le premier mise à pied, sanction infligée par l'OM à la suite du dérapage de Chancel Mbemba avec Ali Zarak, comme je le dis, demi-dieu ne conteste pas l'avoir appelé cousin, mais nie toujours les doigts d'honneur qu'il avait fait plus ou moins à Ali Zarak et à Pablo Longoria, selon plusieurs témoins. Donc il aurait plusieurs témoins. La commission juridique de la LFP a contraint l'Olympique de Marseille à la réduire à 6 jours. Donc ils lui ont dit... La LFP, ils ont dit non, vous ne le suspendez pas, ne le sanctionnez pas financièrement pour 14 jours, mais plutôt pour 6 jours. Donc en gros, il récupère 8 jours de salaire du côté de Mbemba, en respect d'un barème dressé par l'OM pour ce type de faute. On continue, on va voir ce qu'il en advient peut-être pour le futur, pour le rendez-vous qui aura lundi, parce qu'il y a un rendez-vous entre l'entourage et le clan Mbemba et le club. On va voir ce qui va se dire. Vers un licenciement pour faute grave, point d'interrogation. À propos de la seconde mise à pied, jugée abusive par l'entourage du natif de Kinshasa, la commission de discipline de la LFP a imposé à l'OM de réintégrer Chancel Mbemba au groupe professionnel dirigé par Roberto De Zerbi. Si le défenseur n'est pas prochainement l'objet d'un licenciement pour faute grave, bien sûr. Donc en gros, ce qui veut dire la LFP, c'est si vous ne le virez pas, eh ben vous le réintégrez. C'est ce qu'ils veulent dire. Si vous ne le virez pas, vous le réintégrez. Si son retour sur les terrains a lieu, il devrait intervenir à partir du jeudi 26 septembre, puisque à compter de l'entretien prévu ce lundi, donc il y a un entretien ce lundi, comme je vous l'ai dit, donc dans 3 jours, l'Olympique aura un délai de 48 heures pour rendre sa décision. Donc l'Olympique de Marseille a jusqu'à mercredi qui arrive, pour donner son verdict final pour la situation de Chancel Mbemba. Soit on le garde et on veut l'écarter totalement, on va payer des sanctions point de vue Ligue, parce que c'est ce qui va se passer. Si la Ligue veut qu'on le réintègre et que nous on ne veut pas, on va devoir payer des sanctions à chaque fois. Je ne sais pas combien, mais ça va coûter au bout d'un moment cher. Plus le salaire du joueur, on va devoir le payer. Par contre, on ne le virera pas. C'est ce qu'ils ne veulent pas faire l'OM pour ne pas lui donner le salaire, pour pas qu'il récupère beaucoup d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Je continue. Du côté de l'international congolais, où l'on fait le rapprochement entre sa mise à pied et le recrutement d'Adrien Rabiot, comme je vous l'avais dit. Vous vous en souvenez, je vous avais dit, Adrien Rabiot, le fait qu'il signe l'OM, donc il aura un gros salaire au total, je parle de sa prime de signature, plus son salaire qui est peut-être amenuisé par rapport à ce qu'il avait à la Juve, je parle de Rabiot, mais il aura la prime qui va compenser. Tous les mois, il aura un peu d'argent en plus, des bonus, et c'est là, finalement, son salaire, il va l'avoir. Donc pour avoir ce salaire-là, peut-être qu'on attend que Chancel Mbemba, on s'en débarrasse d'une manière ou d'une autre. Du côté de l'OM, on essaye de faire passer pour une faute grave tout ce qu'il a créé. Et du côté du club, du joueur, de l'entourage de Mbemba, on est plutôt dans l'autre sens, à se défendre, à dire non, il n'y a aucune faute grave. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mis à part de l'appeler cousin, mis à part d'avoir refusé de passer pour vos médecins, je ne vois pas ce que j'ai fait de grave. Alors je ne sais pas, moi je suis ni dans un camp ni dans l'autre. Moi je veux que ça s'arrange le mieux possible et je veux qu'on avance. Voilà, je veux qu'on avance, qu'on arrête de se tirer des balles dans le pied, que ce soit avec Chancel, que ce soit avec le club. Voilà, à la limite on tranche entre les deux. Voilà, un petit peu d'eau dans le vin du côté de l'entourage de Chancel, un petit peu d'eau dans le vin du côté des dirigeants et tout le monde s'en retrouvera mieux. Je continue. Donc du côté de Chancel, c'est tombé. Du côté de Chancel, on fait le rapprochement entre la venue de Adrien Rabiot, que l'on pressent que l'OM voudrait résilier son contrat pour dégager de la masse salariale, comme je viens de vous dire. S'ensuivrait alors vraisemblablement une longue bataille juridique, puisque Chancel Mbemba estime avoir été dans son bon droit en refusant de passer ses examens médicaux avec les docteurs olympiens. Selon ce dernier, selon l'entourage de Mbemba et Mbemba, son contrat stipulerait clairement son droit d'être ausculté par le professionnel de son choix et si nécessaire le droit de réclamer l'aide de la cellule médicale du club pour trouver la bonne personne. À ce propos, Chancel Mbemba a bien passé une IRM en début de semaine à Strasbourg, sous le regard du médecin de la sélection congolaise, et celle-ci n'aurait rien montré d'anormal si ce n'est une lésion au ménisque genou gauche qu'il traîne depuis son passage à Porto, jugé asymptomatique par le clan Mbemba, et dont l'OM serait visiblement au courant depuis sa signature en Provence. Donc en gros, ce qui veut dire, c'est qu'il y a toujours cette petite blessure, cette lésion au ménisque gauche, parce que c'est en jaune, qui traîne depuis son arrivée à Marseille, et ça ne devrait pas poser de problème selon lui. Selon lui, les amis, hein, ça c'est juste du côté entourage de Mbemba. Il a été ausculté par son entourage et par les médecins de la sélection congolaise. C'est pas les médecins de l'OM ou de la Ligue ou je sais pas, neutres. Ils auraient dû faire des médecins neutres.
Côté club, à propos du fameux entretien qui pourrait débaucher sur un licenciement, donc on parle de lundi, l'Olympique maintient que la rupture du contrat est inenvisageable. Donc l'OM ne veut pas faire une rupture de contrat à l'amiable pour lui donner un salaire, pour ici, pour là. C'est un petit peu comme moi au boulot. Vous savez, je suis en bis-bis avec mon boulot et ils ne veulent pas me donner en rupture à l'amiable pour me donner le salaire, la prime à la signature. La prime à l'ancienneté, pardon. C'est à peu près le même style. En haut lieu, où le divorce est clairement consommé, l'on assure que Chancel Mbemba ira jusqu'au bout de son contrat en Provence juin 2025 sans jamais renfiler la tunique immaculée. Donc ce qu'on veut dire du côté de l'OM, on va lui payer par mois, il n'y a pas de souci, mais il sera écarté, il ne portera plus jamais le maillot du côté de l'OM. Donnez-moi votre avis, ne vous emboucanez pas. Voilà, je suis ni d'un côté ni de l'autre, je veux qu'on s'arrange, comme je vous l'ai dit, entre les deux. Next. Et on passe à autre chose. Et justement, on passe à autre chose. Merci Chancel pour tout ce que tu as fait sportivement, mais par contre, en dehors du sportif, franchement, tu nous auras bien pété les claouis, on va dire. Hein. Voilà, pas que toi, je parle aussi de tout ce qui s'est passé autour. Un autre joueur qui nous a pété un petit peu les claouis, c'est Jordan Verretou. Revient sur son départ de l'OM. Alors, ça va être très rapide, je ne vais pas m'attarder sur ça, parce qu'après, on va partir sur la conférence de presse et après sur un sujet important. Eliwayi contre Mopé, avec un descriptif des deux attaquants qui est plutôt intéressant. Je vais vous décrire ça tout à l'heure. Ce sont des moments difficiles, nous dit Jordan Verretou, pour un joueur. Difficile de s'entraîner seul, sans accès au groupe pro. Je remercie mes proches qui sont restés à mes côtés. La joie de vivre, c'est ce qui m'a permis de tenir. Quand tu es dans des moments compliqués comme ça, tu as juste envie de profiter, de jouer. La meilleure solution était Lyon, mais ça a pris du temps et nous étions impatients. Voilà, c'est Jordan Verretou qui va peut-être jouer contre nous demain. Moi, je le vois bien le coup qui joue titulaire demain. Je vois bien le coup qui joue titulaire demain. C'est pour ça que je vous ai dit, moi, mon milieu de terrain, je mettrai un milieu de terrain renforcé. Et justement, la compo probable de l'équipe, elle est différente de la mienne. Vous allez la voir tout à l'heure. Je vais vous la montrer vers la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin. Allez, on enchaîne. On va sur quoi, les amis? Avant d'aller sur la conférence de presse de l'OM, un petit moment de la conférence de presse lyonnaise avec Maxence Cacré qui nous titille un petit peu. Et j'ai envie que vous répondiez dans les messages, là, juste en dessous, dans les commentaires. Pas d'insultes, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'il nous dit Maxence? Maxence, avec ses petits cheveux gobinés, le petit joueur de Lyon, la lyonnaise, nous dit quoi? Pour l'Olympico, j'ai toujours mis le derby et l'Olympico dans une même case. Outsider, pour ma part, je dirais non. Marseille fait un très bon début de saison, nous un peu moins. Mais on est européens et ils ne le sont pas. Là, c'est la petite pique de trop, je crois. Voilà, il dit qu'ils sont européens. Oui, mais pourquoi faire? Vous allez perdre au premier tour, ça va être réglé pour vous. On est quand même l'OL, ou plutôt le FC Lyon. Ils ne viennent pas ici en se disant que ce sera facile. Je pense que oui, professionnellement parlant, les joueurs, ils savent très bien que ça va être compliqué. On a du mal, je vous l'ai dit, à Lyon. Sur les 10 derniers matchs, il y a eu 4 victoires d'un côté, 4 victoires de l'autre. Je parle de match à domicile, match à l'extérieur. Sinon, sur les 4 derniers matchs, l'OM a remporté les 3 derniers. Bon, pas les 3 derniers, les 3 avant le dernier plutôt. Sur les 4 derniers, on a perdu le dernier, bien sûr, à l'extérieur contre Lyon. Mais sur les 3 autres, on les avait gagnés. Allez, donc n'hésitez pas à répondre à Maxence et on va directement sur qui? Sur Lilian Brassier pour la conférence de presse de l'OM. Alors, j'ai pas tout mis des réponses, j'ai mis plus ou moins ce qui était intéressant, mais il y en a pas mal. Vous allez voir, il y en a pas mal. Alors, Lilian Brassier qui nous dit quoi? Je suis prêt à jouer ce premier Olympico. J'ai hâte de sortir avec la victoire. Cela va être un bon challenge ce week-end face à un adversaire très compliqué. Mais quoi qu'il arrive, il faudra être performant toute la saison. Je commence à prendre mes marques. J'ai encore plein de choses à apprendre et j'ai beaucoup d'axes d'amélioration. Il y a plus d'attentes ici qu'à Marseille. Il oublie le cas, c'est pas grave. Je vais démontrer mes qualités. Bien sûr, on n'est pas à Brest, bien sûr. L'OM, c'est plus compliqué. Marseille, c'est plus compliqué. J'en parle assez de ce contexte assez délicat à aborder quand tu arrives d'un petit club comme Brest. Parce que pour moi, c'est un petit club, Brest. Certes, ils sont en Ligue des Champions. Bravo à eux. Ils l'ont mérité. Mais c'est un petit club. Dans l'histoire, ils n'existent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas la même attente. Les supporters, le club, les joueurs à côté, l'environnement, le dirigeant, nous, les supporters. Bon, je viens de le répéter, mais je vais ce que dire. C'est pas la même chose. Et moi, j'espère qu'il s'impose. Voilà, c'est pas parce qu'il est mauvais en début de saison qu'il faut lui cracher dessus sur la durée. Il y en a certains supporters qui ne l'aiment pas quand il est arrivé. Ils ont dit il est mauvais, il continue dans ce domaine-là. Mais ceux qui disent qu'il est mauvais en début de saison, qu'ils ont des arguments, je l'accepte. Voilà, par contre, ça, c'est vrai qu'il a eu des délicatesses dans ses rencontres. À cause de lui, on encaisse un but contre Reims, où il fait partie de ce but-là qu'on encaisse. Il provoque le corner. Mais au-delà de ça, il va un peu de mieux en mieux, je trouve, contre Nice. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'était légèrement moins mauvais, je trouve. Peut-être moins accéléré qu'un Cornelius, que j'ai trouvé bien meilleur que lui. Mais ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux. Et avec Balerdi de retour, ils vont retrouver leur automatisme. Parce que n'oublions pas, le début de la saison, ils jouent ensemble. Les automatismes se créent tout doucement. Et là, il a perdu son compère Balerdi titulaire. Peut-être que ça l'a déstabilisé. Ça aussi, il faut le penser. Donc, on va voir maintenant avec Balerdi à ses côtés. J'espère que ça ira mieux.
Allez, j'enchaîne pour Brassier qui nous dit quoi? La défense. Ce n'est que le début de saison, mais ça motive pour nous améliorer. On vit un bon début de saison avec beaucoup de points et de victoires. Il faut maîtriser tous les points, les différents schémas tactiques et les placements qui vont avec. Donc, plus ou moins ce que je viens de dire. Il faut un petit peu maîtriser tout ça. C'est avec le temps que ça se fera. Voilà, plus il jouera, plus il s'améliorera, je l'espère. Je continue sur Brassier. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que De Zerbi nous demande autant de choses, mais c'est bien. En tant que défenseur central, je touche 40 ballons de plus que l'année dernière. J'ai bien plus de responsabilités. Ici, tu vois l'importance des supporters et aussi les attentes. Tout joueur a envie de jouer la Ligue des Champions. Regardez mes anciens coéquipiers jouer hier soir. Cette compétition m'a énormément donné envie de finir dans les 3 premiers du championnat. Donc il a envie de terminer dans les 3 premiers. Tout le monde a envie de terminer dans les 3 premiers. Et pas forcément à la 3e place, ni à la 2e, à la première. Voilà, merci Lilian. Et on passe directement au GOAT, à monsieur De Zerbi. On y va, je bois un petit coup. Et il nous parle de Brassier. Alors, je n'ai pas mis dans l'ordre, mais j'ai mis plus ou moins un scénario dans cette conférence de presse. Parce que c'est plus sympa de répondre directement après Brassier et de mettre le sujet Brassier. Et après de mettre le sujet Rabiot, parce qu'il va parler un peu de Rabiot, et d'autres sujets après. Brassier a tout changé en venant ici. Je le voulais avec Benassia. Donc ce qu'il voulait dire, c'est que vraiment De Zerbi avait posé son veto et il voulait Brassier, comme Benassia. C'est l'un des meilleurs joueurs. C'est l'un des meilleurs joueurs en Europe au niveau de son potentiel. Cela prend du temps à tout assimiler. C'est normal, j'ai confiance à lui et il a cette envie constante de progresser. Je suis content de lui. Voilà, donc il est content de lui, qui progresse, même si ça ne va pas aussi vite qu'on l'attend. Il y a des petits progrès. Voilà, c'est infime, mais il y a des petits progrès, comme je vous l'ai dit. Allez, on enchaîne. La doublure de Merlin. Ah, là, c'est un sujet qui blesse parce que finalement, il n'y en a pas des doublures de Berlin. On en parlait. J'en ai parlé dans la vidéo d'hier ou je ne sais plus quand, mais j'en ai assez parlé cet été pour le Mercato. J'avais dit, j'attends quand même qu'il y ait une concurrence, voire une doublure à Merlin. Il y a Ulysse Garcia. Oui, mais Ulysse Garcia, c'est pas du niveau de Merlin et c'est loin d'être du niveau de Merlin. Donc, il nous dit quoi? De Zerbi nous dit la doublure de Merlin. Je n'ai pas de doublure. Il faut respecter les caractéristiques de chacun. On a la possibilité d'avoir Merlin, Lurola, Murillo et d'autres variantes avec une autre façon de jouer. Merlin faisait un bon début de saison. Et malheureusement, il est blessé pour plusieurs semaines. Mais ce n'est pas si long que ça puisqu'il reviendra logiquement contre Angers. Donc il manquera le déplacement dimanche demain, le déplacement du côté de Strasbourg. Et il reviendra après contre Angers normalement, si tout va bien, à domicile. Je touche du bois. Après, s'il ne revient pas contre Angers, c'est pas bien grave. Angers, ça sera peut-être un peu plus simple à domicile. Donc, s'il revient après Angers, après la trêve, c'est encore que mieux qu'il revienne à 100% et qu'il soit apte pour jouer le Classico. Donc, pour Merlin, par contre, il n'a même pas parlé de Garcia. Vous voyez ce que je veux dire? Garcia, j'en parlais moins, mais lui, il n'en parle même pas. Alors que c'est un gaucher, il pourrait jouer sur le côté gauche. Voilà, j'enchaîne avec un autre sujet et il nous parle de qui? De Rabiot. Rabiot peut nous apporter son niveau. Si c'est le cas, on peut rêver. Les supporters doivent rêver. Il parle encore de rêve, comme les dernières conférences de presse après le match de Nice. Mais il ne faut pas prendre la grosse tête. Si on enlève les rêves, cela rend la vie plate et on ne vient pas à Marseille pour ça. Donc on ne vient pas à Marseille pour être tranquille. C'est pas un club tranquille, familial. Oui, c'est un peu familial, mais c'est différent de familial. C'est vraiment la famille voilà, avec la ferveur qui se balance les assiettes dans la tronche et tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la famille qui va jouer au Scrabble. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a de la tension, il y a de la pression, il y a de la ferveur. Et on ne vient pas à Marseille pour avoir une vie monotone. Voilà, c'est pas de monotone à l'OM. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a beaucoup de hauts, il y a beaucoup de bas de temps en temps. Bien sûr, il y a des crises, il n'y a pas de crise. Il y a de la ferveur, il y a de la gloire. Bon, en ce moment, la gloire, on l'attend. Mais cette année, pourquoi pas, ça cette année-là. Allez, j'enchaîne avec un autre sujet. Rabiot encore. Rabiot a besoin encore de 2 ou 3 semaines pour se remettre à niveau. Il a signé un contrat de 2 ans. On ne veut pas être trop pressé au risque de le perdre plutôt. On avait déjà un groupe fort, il le sera encore plus avec lui. Donc on va prendre son temps avec Rabiot, comme je l'ai dit au début, avec RMC qui a relayé l'information. Donc il sera pas avec l'équipe de France pendant la trêve internationale et il reviendra tout doucement. Il sera à bloc à 100%, pourquoi pas pour le Classico. Voilà, ce qui nous importe avant tout, c'est qu'il nous apporte vraiment du surplus de niveau. Et s'il revient trop tôt, qu'il n'est pas prêt physiquement et qu'il se claque ici et là, voilà, après on va s'en vouloir de l'avoir mis directement en se disant merde, si on avait su, eh ben on l'aurait mis plus tard. Donc, vaut mieux prendre notre temps sur un joueur de cette qualité, de ce calibre. Prendre 1 ou 2 semaines de plus, il n'y a pas de souci. Voilà, il reviendra, vous inquiétez pas, ça va arriver. Ça va arriver. Allez, on enchaîne avec un autre sujet. Pour Rabiot encore,
Il faut dire bravo à Benassia pour Rabiot. Longaria et McCourt étaient enthousiastes aussi. Je lui ai dit la vérité que Marseille ne jouait pas la Coupe d'Europe, mais on est en phase de construction. On a travaillé avec sérieux. Mon objectif est de remettre l'OM à son niveau. Une phrase m'a marqué les supporters. Que l'OM est le plus grand club de France. Il faut pouvoir relutter pour des objectifs importants. Ce que j'ai dit à Rabiot, je l'ai dit pour les autres recrues. Mais ça, c'est même pas à le dire. Il doit le savoir quand il arrive à Marseille. Je suis désolé, De Zerbi. Tu dois le savoir que l'OM, c'est le plus grand club de France. Tu dois le savoir. Non, je rigole. Voilà, il faut l'informer pour toutes les personnes qui arrivent au club. Il faut leur dire que c'est vraiment l'OM, le plus grand club de France, le plus historique, le plus emblématique, le plus avec de la ferveur. Et quand je vous l'ai dit, même la ville même, voilà, quand vous allez sur Marseille, je vous l'ai déjà dit, quand je sors de la gare Saint-Charles, à chaque fois que j'y vais, j'ai été pour Nice, et ben j'ai toujours des personnes autour. Voilà. Dès que je sors, un snack, un ci et là, je vois des personnes en maillot, je vois des personnes qui parlent du match, ici et là. Alors que vous allez sur d'autres villes, comme je parle des Parisiens des puputes, vous allez à Paris, il n'y a rien du tout là-bas. Vous arrivez à droite, à gauche, il faut vraiment chercher pour voir un maillot. Voilà, et encore, c'est peut-être un maillot de City ou de... Voilà pour les Parisiens qui passeraient par là. Allez, j'enchaîne les amis, on change de sujet et on enchaîne sur quoi? Lyon-OM, c'est ce qui nous intéresse avant tout, le match. Avec l'absence de Merlin et de Cornelius, il faut bien se préparer. Je sais que les supporters ne seront pas présents. On va devoir être plus agressif pour remporter le match. On va devoir mieux jouer que face à Nice. C'est un match avec un peu plus de saveur. Ça va être un peu plus compliqué, je pense. Même si Lyon n'est pas en forme, attention, ils ont quand même des joueurs de qualité. Voilà, je voulais citer les joueurs de qualité. Attention à Lacazette, qui nous a fait mal. Il nous a marqué les 2 derniers buts de Lyon, c'est lui qui les marque. Le dernier but qu'il a mis avec la victoire de Lyonnaise l'année dernière, c'est lui qui le marque. Attention à Lacazette. Attention, c'est un poison. Même s'il arrive sur la fin de sa carrière, il est toujours placé au bon endroit. Il a toujours cette efficacité. Ça ne manque pas. Donc attention, les amis, à Lacazette et d'autres joueurs. On va en citer. Il y en a qui nous cite là? Il y a Tolisso peut-être? Non, il ne nous cite pas, c'est après. J'ai toujours mal à la tête pour gérer mon groupe. On a une équipe forte avec des joueurs plus ou moins prêts. Je ne vais pas changer pour changer. Même pour les remplaçants, il y a 10 minutes pour tout changer, comme l'avait fait Rowe par exemple. Donc ce qui veut dire, c'est qu'il ne va pas changer son équipe pour vraiment changer pour changer. C'est-à-dire qu'il ne va pas mettre un Koné pour Harit, Rowe pour Enrique. Voilà, si ça fonctionne comme ça, il va laisser cette compo-là, le 11 type, qui fonctionne bien. S'il y a un petit pépin, qu'il le voit directement, un gros pépin, par exemple tactique ou physique, il va l'enlever et bien sûr, il va faire le changement adéquat. Là, on va voir s'il y aura un changement adéquat. Je pense que ce qu'il va y avoir comme un changeant, c'est la défense. On le sait très bien avec l'absence de Merlin, l'absence de Derek Cornelius. Donc, ça sera Brassé titulaire, il n'y a pas de souci pour la défense centrale. Mais sur les couloirs, ça va changer, on va le voir tout à l'heure. Et peut-être le milieu offensif. Moi, je pensais à Harit un changement. Mais finalement, comme il le dit là, je vois bien qu'il nous met Harit finalement. Personnellement, je pense qu'il va mettre Harit. Allez, j'enchaîne avec l'autre chose, avec De Zerbi qui nous parle de Lyon encore une fois. Lyon est une équipe forte avec des joueurs comme Lacazette, j'en ai parlé, Tolisso, Matic. Et oui, ils ont du vécu, même si je pense qu'il y en a un des deux qui n'a peut-être pas joué. N'oublions pas qu'ils sont sortis les deux un petit peu incertains en fin de rencontre contre Lens. Après, il y a une semaine d'écart, je pense qu'ils sont remis peut-être. Voilà, mais je pense plutôt à Verretou, moi, qui sera titulaire pour nous piquer un petit peu. C'est un concurrent direct, on doit les respecter. C'est une affiche, une rencontre importante. On doit prouver que l'on peut faire quelque chose d'important. Si on veut être acteur de ce championnat, on doit faire des gros matchs à l'extérieur avec sérieux, caractère et courage sur sans nos supporters. Oui, des paroles. Maintenant, j'attends des actes. 2 attaquants, ça ne change pas beaucoup avec le ballon, mais en défense, oui, surtout avec Lacazette et Orban qui sont forts. Il faudra jouer avec plus de précision, de caractère et être vigilant. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a 2 attaquants en face de nous, du côté de Lyon. Donc ça change par rapport aux dernières attaques qu'on avait face à nous. Il n'y en avait qu'un, une pointe, et souvent 2 ailiers. Mais là, il y a 2 attaquants, Lacazette, Orban ou Mikotadze. Mais je pense que ça va être Orban qui est titulaire depuis les 2 derniers matchs. Et ça ne change pas dans notre façon de jouer. On va toujours avoir notre façon de jouer, c'est-à-dire d'avoir le ballon, d'attendre l'adversaire pour l'aspirer et pourquoi pas trouver l'espace, transition, machin, le côté hybride ici et là. Je ne vais pas vous détailler encore le jeu, on l'a déjà fait assez de fois. Voilà, plus ou moins, on va continuer de jouer dans notre manière pour nous imposer avec notre façon de jouer. C'est ce qui veut dire Roberto De Zerbi. Et j'enchaîne avec sa dernière réponse, non il y en a encore 2, pardon, avec sa réponse sur quoi? Sur je ne suis pas d'accord en pensant pourquoi? Pour les défenseurs. Je pense qu'on a de grands défenseurs. Balerdi est l'un des meilleurs en Europe. Brassier a le potentiel pour l'être et doit encore progresser, sentir le vélodrome et bien comprendre ce que je lui demande. Cornelius est l'un des joueurs les plus fiables. On a des milieux de terrain qui peuvent jouer en défense aussi. Donc ce qui veut dire c'est le côté défensif. On a les joueurs pour,
Mais pour l'instant, bon, il faudrait que la maille prenne. Le côté relance, le côté peut-être sécure, il manque un petit truc, un petit réglage. Peut-être que la blessure de Balerdi aussi a déstabilisé quelque chose. La blessure de Merlin a déstabilisé quelque chose. L'absence côté droit d'un vrai titulaire, parce que Murillo, on attend peut-être un peu mieux. Voilà, il y a surtout ça aussi qu'il faut mettre en place. Et le fait que Rabiot n'arrive un peu en retard, peut-être qu'on attendait une grosse recrue. Et Højbjerg est en place. Kondogbia avait fait des bons matchs, mais peut-être qu'on attendait ce côté-là, Rabiot, Højbjerg, complémentaire, plus qu'un Kondogbia Højbjerg, peut-être. Ça, il faut prendre en compte aussi. Hein. Ça va dans le côté défensif. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Allez, j'enchaîne maintenant avec le dernier sujet, les amis. Et hop, on y va. Et je vais parler après justement de ce duel-là entre Wai et Mopé. Wai a cette pression de perdre sa place face à Mopé. Il doit tout donner à l'entraînement. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait, pardon. Mopé a fait un gros match face à Nice. C'est un joueur important. J'aimerais avoir toute l'équipe avec la même mentalité que Neal Mopé. On l'avait vu, hein, chien de la casse. Je vous en ai parlé dans le débrief du lendemain de OM Nice. C'est vraiment, comme je l'ai dit, chien de la casse. Hein. C'est pas péjoratif de dire ça. C'est pas méchant. C'est juste un adjectif que je sors comme ça de temps en temps. Voilà, un chien de la casse. Il court dans tous les sens et il ne lésine pas dans les efforts pour récupérer un ballon, pour créer quelque chose, une erreur adverse, ici et là. Voilà. Et c'est ce qu'il a créé, hein, parce que le but qu'il met, c'est sur une erreur de la défense. Il va parler dans le dos du défenseur, il va lui dire laisse, comme ça. Je crois qu'il a dit laisse. Et le défenseur laisse ballon, et il met sa tête, il marque le but. Voilà. Donc Neal Mopé ou Wai, on va voir qui sera titulaire. Du côté de l'équipe, ils nous ont fait leur équipe, et là voilà la compo probable que je vous avais dit tout à l'heure. Donc on a Rouli au gardien, Murillo à gauche. On repart avec la même défense, Brassier, Balerdi, Rongier ou Lirola. Donc Brassier remplace Cornelius bien sûr. Non, Balerdi remplace Cornelius, bien sûr. Il reprend son capitana, le brassard. Il y a le petit C en jaune. Le C en jaune. Rongier ou Lirola en concurrence selon l'équipe. Højbjerg et Kondogbia devant la défense. Rabiot est un peu juste. Et Koné, voilà, c'est entre deux, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je pensais que Koné prendrait la place d'Harit. Ça, c'est mon choix personnel. Moi, ma compo, je mettrais Koné à la place d'Amin Harit. Alors, c'est pas parce que je veux punir Amin Harit, c'est juste que je veux mettre un milieu plus dense. J'ai peur du milieu. J'ai pas peur dans le sens où ils sont meilleurs que nous, mais j'ai peur du côté densité du milieu de terrain. Face à nous, ils font beaucoup d'efforts. Un Cacré, ça court dans tous les sens. Comment s'appelle l'autre à côté? Pas Matic. Matic, il est mou, mais il fera un petit peu le leader, un petit peu le métronome comme Højbjerg, degré moins de qualité. Un peu plus cramé, on va dire. Et l'autre milieu de terrain, Tolisso. Tolisso, il a encore des efforts à faire et il fait beaucoup d'efforts sur le terrain. J'ai un petit peu peur de ce côté densité au milieu de terrain face à nos deux milieux qui seront Højbjerg et Kondogbia. Il y aura bien sûr un apport d'Harit qui recalera un petit peu pour les aider, mais c'est pas la même chose que si on avait un Koné qui pourrait impacter dans le physique, impacter dans la récupération de balles. Là où il joue d'habitude, c'est dans un pivot à deux devant la défense avec le Canada et d'autres équipes quand il avait joué à Watford, il me semble. Et donc ça serait pas mal de pourquoi pas changer ce milieu de terrain, c'est mon avis. Donc eux, ils nous ont mis Harit, Henrique à gauche, Greenwood, et en concurrence, Wai titulaire et Mopé remplaçant, ou vice-versa. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis ou Mopé ou Lirola pour la concurrence. C'est l'équipe, hein, c'est pas ma compo. Ma compo, c'est celle d'hier, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, n'hésitez pas à regarder. Comme mon pronostic, hein, je reste sur mon 3-1. Même si c'est une équipe qui est peut-être compliquée à aborder, je reste sur mon 3-1 et je m'en fous. Allez, on enchaîne, on y va sur le point presse, les amis. On y va, let's go. Et je vais vous actionner le petit point presse. Je cherche, il est là. Ouais, c'est le point presse. Et je bois un coup. Alors, faire pas attention à ça. Si je le laisse là, c'est le dernier match. C'est pour ça que je laisse le OM Nice pour qu'on se remémore les bons résultats. Si ça serait un mauvais résultat, je l'aurais déjà enlevé. J'aurais mis Lyon-OM. J'aurais mis pour l'instant pas de score. Allez, le sujet, le duel entre Wai et Mopé. Et il y a un autre sujet juste après, que j'ai pas mis dans le titre de la vidéo, sur la miniature, je parle, mais je le mettrai en dessous. C'est l'entretien intéressant de Rouli. J'ai vu quelques phrases relayées dans les réseaux, mais je vais vous lire tout l'entretien. Il y a une seule page, regardez, c'est juste derrière, je vous le montre vite fait. Juste derrière, il y a un petit entretien derrière. Entretien Geronimo Rouli, je vais vous le lire pour le découvrir ensemble. Du côté de la Provence, il y a un article intéressant sur Wai et Mopé. Je ne sais pas si je vais le lire, ça va être trop long sinon la vidéo. Donc je vais vous lire que celui de l'équipe qui est un peu plus détaillé à mon goût. Voilà, pour ce que j'ai vu assez vite. Alors, je vous lis ça, mais manière différente que d'habitude. Il n'y a pas le format habituel, c'est dommage, mais c'est pas grave, je vous mets ça en place. Wai et Mopé, en avant le duel. Ils sont deux pour un poste. À la pointe de l'attaque marseillaise et à la hiérarchie ne se dessine pas de manière évidente entre les joueurs qui ont chacun leur point fort.
La hiérarchie était claire en début de saison au poste d'avant-centre dans le 4-2-3-1 de Roberto De Zerbi. Eli Wahi, acheté à Lens contre 25 millions d'euros hors bonus, serait le titulaire. Et Faris Moumbagna, arrivé en janvier dernier, sa doublure. Malheureusement, il s'est blessé. Mais le Camerounais s'étant blessé gravement au genou, dès la première journée, l'OM a recruté Neal Maupay en toute fin de mercato pour compenser cette absence. Et les plans du mois de juillet sont déjà chamboulés. Il pourrait l'être encore parce que Maupay a des arguments dans la besace et que De Zerbi le reconnaissait lui-même. Quelques jours après la signature de l'ancien niçois, nous comptons sur Wahi et Maupay partira comme doublure. Mais ensuite, il y a le terrain et le terrain compte plus que les idées d'un entraîneur. Ce qui veut dire, c'est que le terrain compte avant tout. Si Eli Wahi continue à avoir des difficultés, eh ben Maupay, pourquoi pas, pourrait prendre la place d'Eli Wahi s'il continue à être bon comme il a été contre Nice. Allez, je continue, on va voir un petit peu les détails différents. Alors d'abord, il y a des petites stats là, je vais vous les lire assez rapide. Vous voyez le 8 et le 1. 8, Eli Wahi a inscrit 8 buts en 6 matchs contre Lyon en Ligue 1. C'est au moins 3 de plus que contre tout autre adversaire dans l'élite. 8 buts en 6 matchs, c'est pas mal. Ça lui réussit en fait Lyon. Donc ça serait bien qu'il soit titulaire finalement. Ouais, il rentre à la fin, c'est pas grave, il marque un but enfin. C'est ce que je vous ai dit, hein. Mon scénario, je vois qu'il marque enfin. Ou l'un ou l'autre, c'est pas grave. 1. En 5 saisons passées en Première Ligue, Neal Maupay n'a atteint qu'une seule fois le cap des 10 buts. C'était en 2019-2020 avec Brighton, 10 buts. 10 unités, pardon. Allez, je vais lire l'article et on commence par le profil technique. C'est à gauche. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous arrivez à lire. Si vous n'arrivez pas à lire, je vous le lis de toute façon. La vitesse face à la malice. D'ailleurs, tiens, dites-moi par rapport au micro, j'ai augmenté le son. Il y en a un qui m'avait dit augmente le volume s'il te plaît. Eh bien, je l'ai augmenté. Wahi, ses capacités naturelles sautent aux yeux. Wahi n'est pas un monstre physique, mais il a une pointe de vitesse qui est une arme fatale. À Montpellier, c'est d'ailleurs dans une équipe qui défendait beaucoup, où il pouvait s'envoler en contre qui a brillé. 32 matchs en 30 buts en 85 matchs de Ligue 1 entre 2020 et 2023. Il a connu davantage de difficultés à s'adapter au jeu du RC Lens et aux efforts réclamés par Franck Hez la saison dernière, car il reste jeune, un jeune joueur, 21 ans, qui a des progrès à faire dans certains domaines, comme le volume et l'intensité des courses ou encore le pressing, un aspect auquel De Zerbi est très attentif. Redoutable quand il a de l'espace, incisif dans ses appels, Wahi doit encore progresser dos au but et dans la conservation du ballon. Il pourrait aussi mieux lire les déplacements et les décrochages à faire dans le système de l'italien où les joueurs de côté débordent. Enfin, et on l'a entrevu sur ce début de saison, il peut faire mieux à la finition où il connaît encore trop de maladresse, mais le poids de son transfert à Marseille est une excuse recevable. Alors moi je vais vous dire, dans ses décrochages, dans son utilisation de ballon, j'ai trouvé qu'il était assez correct. Voilà, là, ils le décrivent comme étant défaillant dans ces domaines-là. Je trouve pas, justement. Je trouve qu'il est plus plaisant là-dedans que dans la finition, finalement. C'est juste la finition qui a manqué, qui a pêché. S'il a la finition contre Reims, qui nous marque, normalement, allez, il a 3 énormes occasions, même 4, si on peut dire la tête. Mais bon, alors on va compter que 3. Sur les 3, il en marqué 2. On aurait dit, bah, franchement, oui, il réussit plus ou moins son début de saison. Il serait déjà à 3 buts. Voilà, ça aurait été plus ou moins réussi. Plus ou moins, je dis pas réussi total, hein. Allez, maintenant, on va lire pour Maupay. Qu'est-ce que c'est ces petites qualités? Maupay, il ne faut surtout pas se fier aux apparences et à son gabarit qui sont des trompe-l'œil pour ses adversaires. Neal Maupay n'est pas coulé dans le moule des attaquants modernes, grands et puissants, mais il cache bien son jeu et ses qualités. Malgré un relatif déficit de taille, 1m71, pour ceux qui ont joué le quiz sur Twitch, d'ailleurs, j'avais tort, je suis désolé. Il a une vraie capacité à jouer avec son corps et à rester campé solidement sur ses jambes pour évoluer dos au but. C'est vrai qu'il est costaud, il est rablé, il est trapu. Voilà, cherchez le mot. Il est trapu, Neal Maupay. Il tient bien sur ses cannes. Et d'ailleurs, il provoque bien que les défenseurs et il n'a pas peur d'y aller au contact. Ces années en Angleterre l'ont forcé à s'adapter, à se déplacer entre les lignes ou à résister dans les contacts en cas de nécessité. Et il a déjà un peu montré lors de sa première titularisation face à Nice 2-0 samedi dernier. Cette faculté précieuse n'est pas son principal atout. S'il n'a jamais dépassé la barre des 15 buts sur une saison en première division, il a un vrai sang-froid à la finition et une certaine malice aussi. Il a déjà prouvé qu'il pouvait atteindre un total encore plus élevé avec du rythme et de la confiance. Il avait marqué 25 buts avec Brentford en 43 matchs de Championship, voilà, comme Eliaman Ndiaye par exemple, en 2018-2019. Donc au degré moindre du championnat de Ligue 2 anglaise, il avait réussi quand même 25 buts en 43 matchs. Voilà, et là, il n'a pas dépassé vraiment les 10 buts, les 15 buts en première division. Maintenant, regardons le côté mental des deux. Alors, je pense que côté mental, Maupay le mange. Maupay doit le manger bien comme il faut. Allez, le mental, le sensible face à l'acharné. Je pense que l'acharné, c'est Maupay. Le sensible, oui, je ne me trompe pas.
Allez, Wai, on commence. C'est le point d'interrogation dans un club où il faut être solide pour résister à la pression et au vent contraire. Et alors que se dessine une concurrence serrée avec Mopé, à Montpellier comme à Lens, Wai a laissé deviner une sensibilité certaine et les entraîneurs qui l'ont connu disent combien il a besoin d'amour et d'attention. Eli, combien il faut le pousser pour qu'il reste sur les bons rails. Bon, on va pas lui faire des bisous toute la saison non plus. Hein. Au bout d'un moment, ça va un petit peu nous casser les glaouis aussi. Les exigences vont s'élever et il lui faudra que son mental suive, lui qui avait été affecté la saison dernière par les sifflets du public de Bollaert. Le Vélodrome l'a également déjà hué pour des occasions manquées contre Reims, 2 buts partout, le 25 août. Et la suite racontera sa capacité à avancer. Sur le terrain, il doit aussi se contenir davantage. Après avoir récolté 20 cartons jaunes et 2 rouges sur les 2 dernières saisons, il devra aussi se montrer capable de rester dans son match après une occasion manquée, là où il donne parfois le sentiment d'en sortir et de se décourager. Mais son parcours jusqu'ici et les ressources qu'il a trouvées pour toujours se frayer un chemin malgré un contexte délicat laissent deviner qu'il a de la suite dans ses idées. Donc ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il a un mental à forger. Il est encore très jeune. Il est encore très jeune, Eli Wai. Il ne faut pas non plus lui tomber dessus directement. Ouais, moi, personnellement, je ne sais pas que j'en veux aux supporters contre Reims, parce que je les comprends. C'est vrai que c'était énervant. À chaud, on peut être énervé. Mais le siffler comme il a été sifflé pour un premier match dans sa nouvelle équipe, on ne pense pas au passé, on s'en fout de l'extra sportif, de ce qu'il avait dit par le passé du côté de ne pas porter le maillot. Moi, je m'en fous de ça. Voilà. Moi, ce que je voulais regarder, c'était le terrain. Il ne faut pas l'enfoncer directement. J'espère que si le prochain match, il a un match assez délicat, qu'il ne sera pas hué autant. Parce qu'après, on peut le perdre. Hein. On peut le perdre dans la durée. Il est encore très jeune. Il a son caractère à forger, son mental à forger. Donc là, c'était pour Eli Wai, qui est encore trop tendre peut-être dans le mental. Et on va voir ce qui est dit du côté de Mopé. Alors, Mopé, il a vécu des débuts rêvés et précoces qui auraient pu être brisés instantanément comme pour certains jeunes talents avant lui, à l'image de la comète Soufiane Koné de Nancy. C'est vrai qu'il avait eu une blessure, hein. Je crois qu'il avait eu le genou, les croisés, je crois. Quelques mois après ses premières foulées sur les terrains professionnels, Mopé a été victime d'une grave blessure, rupture des ligaments croisés, à même pas encore 17 ans. Il avait 16 ans à l'époque. Il s'en est relevé comme il a rebondi après des déconvenues. À l'image de son passage décevant à Saint-Etienne entre 2015 et 2017, cette force de caractère, elle se dessine, elle se devine dans son jeu accrocheur. Ses duels disputés avec les défenseurs, ses appels tranchants et même ses attitudes provocantes par instant. On le sait, il est chambreur, il aime bien provoquer les défenseurs. D'ailleurs, contre Nice, petite anecdote, je vous l'ai déjà dit pendant le live, je crois débrief, il a provoqué un défenseur en deuxième mi-temps. Je crois que c'est Andy Hachimier, je crois, je ne suis pas sûr. Il va le pousser dans le dos, il est à 10-15 mètres du ballon. L'autre, il met le ballon pour son gardien, Bulka, et il n'a plus le ballon. Et il met un coup d'épaule, il le fait tomber, et il lui fait vas-y, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et c'est pas fini parce qu'après, il va vers l'attaquant, vers le gardien, faire le pressing, Mopé. Il revient vers le défenseur, et il se moque de lui. Je vois qu'il lui parle comme ça. C'est vrai qu'il est chambreur, ce petit. Je parle de taille, hein, je parle pas... Oui, il peut être aussi mon petit frère aussi. Il a que 28 ans. 29 ans, je sais plus. Bon, bref. Cette force de caractère, elle se devine par instant. J'aimerais avoir toute l'équipe avec la même mentalité que Mopé dit d'ailleurs de lui, son entraîneur de Zerbi. On l'a lu tout à l'heure. Il faudra conserver cette personnalité affirmée pour endosser le costume de l'avance-centre de l'OM et assumer les attentes de l'exigeant public du Vélodrome. Voilà pour le mental. Maintenant, on va voir l'expérience. Et je pense que dans l'expérience aussi, Mopé est devant. Hein. Je pense aussi qu'il sera devant, les amis. Allez, je lis ça tranquillement, mais sûrement. J'arrive pas à le mettre en... Ouais, c'est bon. Expérience. Le revanchard face à l'Averti. Wai. Je veux faire marquer 20 buts à Eli Wai. Annoncé de Zerbi dans ses colonnes avant la première journée de Ligue 1. Et s'il y parvient, ça ne serait pas une déflagration, car Wai sait être prolifique. À seulement 21 ans, l'attaquant affiche des statistiques qui parlent pour lui, et notamment cette saison très efficace avec Montpellier, très efficace avec Montpellier en 2022-23, 19 buts en 33 matchs de Ligue 1, sa meilleure à ce jour. Il a déjà 3 saisons pleines derrière lui et un parcours assez chaotique pour se forger un caractère. Lui qui n'a rien eu de facile, renvoyé du centre de formation de Caen et finalement récupéré par le MHSC, il a bien grandi depuis, a progressé sur certains points faibles et a su se concentrer sur le football. Mais il va devoir franchir un cap à Marseille après une saison pas complètement convaincante à Lens où il a connu des hauts et des bas. Statistiquement, son séjour dans le Nord n'a pas été si mauvais, 12 buts, toutes compétitions confondues, mais il y a eu des passages à vide. Voilà du côté de l'expérience de Wai. Maintenant, regardons du côté de Mopé. Il n'a pas encore atteint la trentaine, qu'il a déjà une carrière de près de 13 ans derrière lui. Il a été l'un des plus jeunes joueurs à effectuer ses débuts chez les professionnels, sous le maillot niçois à 16 ans et 32 jours, et même le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue 1 au XXIe siècle. Depuis,
Il a connu les saisons fastes et les échecs, la Ligue 1 comme la Ligue 2, en France et en Angleterre, les montées et les années de galère. Toutes ces aventures ont forgé son caractère et lui ont donné des repères pour s'acclimater partout où il a joué. À Marseille, ces expériences seront cruciales pour apprivoiser un nouveau coach et un nouvel environnement, peut-être le plus exigeant qu'il a eu à connaître. À 28 ans, il semble armé pour y parvenir. Je pense que oui. Je pense que Mopé, s'il se fait siffler sur un match ou deux, ça ne posera pas problème aux joueurs. Voilà, il a un caractère assez forgé. Par rapport à un Wai, j'ai une petite crainte. Voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne faudra peut-être pas réitérer tous ces sifflets, ces huées. S'il se manque sur le prochain match, eh ben, je veux bien qu'il y ait des critiques, mais à répéter, à répéter, à répéter, on peut le perdre avec le temps. Il est très jeune encore, 21 ans à peine. 21 ans. Il pourrait être mon fils, les amis. Il pourrait être mon fils. Lyon, vert et tout, prêt à jouer un peu plus. Bah, on peut lire ça, ce qui est marqué là, ça ne concerne pas l'article. Avec son effectif de 28 joueurs, Pierre Sage n'a pas fini de se faire des nœuds au cerveau. Hier, pour son avant-dernière séance à l'A1, l'OM, le technicien rhodanien, disputé de tous ses joueurs. Tout le monde est apte à jouer d'un point de vue sanitaire, a sobrement indiqué Sage, qui n'a pas voulu dire s'il titularisait Jordan Verretou contre son ancienne équipe, précisant néanmoins qu'il est apte à jouer. L'équipe probable, Perry au gardien, Mata, Kaletatsar, Niakate, Maitland Nice, Kakré, Matic, Tolisso, c'est le même milieu de terrain, Abner, Mikotadze et Lacazette. Voilà, c'est pas la même compo que je vous ai montré hier, mais ça y ressemble, mis à part l'attaquant et le milieu de terrain. Donc il y a Cissé qui nous parle de Neil Mopé. Mopé est un sérieux client. Je ne vais pas vous le lire, sinon ça va être trop long la vidéo. Maintenant, je vais partir sur l'entretien de monsieur Geronimo Rulli. Voilà, si vous êtes intéressé par tous ces articles-là, n'hésitez pas à me le dire. On se fait ça peut-être parfois, un peu plus longue la vidéo. Mais il faut me le dire, hein. Si vous êtes intéressé par tout ce que je lis, il faut me le dire dans les commentaires. Allez, je vous lis l'entretien de Geronimo Rulli. Qu'est-ce qu'il nous dit de croustillant ou pas? Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Voilà, je le découvre avec vous, comme ça, tranquillement, et on finira peut-être sur autre chose juste après. Oui, il y a autre chose. Alors, football, Ligue 1, entretien. Marseille vit le foot différemment. Nouveau gardien de l'OM à 32 ans, Geronimo Rulli a trouvé un club qui lui ressemble, tant par la ferveur du public que dans le jeu très précis prôné par Roberto De Zerbi. Et oui, c'est un gardien qui a un excellent jeu au pied. Allez, on lit ça. Je lis là, c'est là. Marseille. Geronimo Rulli a déplié sa carcasse de 1m90, non 1m89. N'oublions pas le quiz, je l'ai fait, il fait 1m89. 1m90, c'est de l'ange. Dans le petit canapé d'une salle exiguë de la commanderie. Affable et souriant, comprenant bien un Français qu'il a pratiqué lors de la saison à Montpellier, interrompu par le Covid en mars 2020, il a raconté la Furia argentine et sa passion pour le style de Zerbi. Depuis 2022, la rivalité entre la France et l'Argentine est maximale. Et oui, la Coupe du Monde. Vous avez participé à un quart de finale des JO bouillants, remporté 1-0 par la France à Bordeaux. N'avez-vous pas hésité à débarquer en Ligue 1 lui pose la question le journaliste. Pas du tout, nous dit Geronimo. Cela a été une décision très facile à prendre parce que je gardais un bon souvenir de Montpellier où j'ai joué 6 ou 7 mois. Nous, les Argentins, nous vivons pour le football. Quand il s'agit de notre pays, de notre sélection, nous utilisons toutes les méthodes pour gagner de quelque manière que ce soit. Ici à Marseille, les gens aiment leur club. Ils comprennent notre attachement au maillot argentin. Marseille, comme Naples, vit le foot différemment. Et c'est rare en Europe. J'ai joué en Espagne. À l'Ajax, là-bas, s'ils gagnent, c'est génial. S'ils perdent, ils sont tristes 3 heures. Chez nous, impossible. C'est grave de perdre. Il faut des jours pour s'en remettre. Oui, on s'en souvient. Les matchs d'Annecy, les matchs de Si. Oui, on les a là. On les a là, les amis. L'adversité vous conforte. C'est pourquoi je me suis mis dans la tête Annecy. Je pensais à Balerdi quand j'ai gueulé sur le penalty. Mais c'est pas grave. Allez, on continue. On va parler de Rulli. L'adversité vous conforte. Moi, pour mon pays, je donnerai la vie. Et dans le foot, c'est pareil. Nous voulons représenter notre pays du mieux possible. Pendant la finale du Mondial 2022, 3-3, 4 tirs au but, voilà, on s'en fout. Il s'est passé beaucoup de choses. Cela a été l'un des plus beaux matchs de l'histoire du foot. Éprouvant aussi. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie pendant une rencontre. Ensuite, il y a eu les JO et on savait où on mettait les pieds. France-Argentine est devenu un classique. Nous avons senti une hostilité dans le stade. Nous, on adore ça. Je vous mentirais si je vous disais que cela nous dérange. Cela nous motive, l'idée de battre la France chez elle pendant les JO, mais cette fois, on a été éliminé, cela fait partie du foot. Je continue. Être champion du monde avec mon pays, j'ai réalisé, et peu importe si j'étais premier, deuxième ou troisième gardien. En juillet, après la victoire en Copa América, il y a eu cette chanson d'Enzo Fernandez. Ah, on va parler un petit peu du côté croustillant. Dans le quart, vous y étiez? Oui. Mais nous, les Argentins, on a tendance à faire des rivalités dans le foot. C'est notre culture. Il y a des chansons contre la France, contre le Brésil, contre le Chili, contre l'Uruguay, contre l'Angleterre, contre tout le monde. Et l'Argentin est la personne là, la moins raciste que tu peux trouver. Cela nous fait mal que l'on nous voit comme ça. Mais j'espère que les gens comprennent comment nous voyons les choses.
Moi, je sais pas, hein, je prends les phrases comme elles sont. Voilà, brut de pomme. Moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. N'hésitez pas, restez correct dans les messages, s'il vous plaît. Cette finale de Doha est-elle votre meilleur souvenir? Vous avez aussi gagné comme titulaire une finale de Ligue Europa avec Villarreal en 2021. Même si j'étais un acteur secondaire, je n'ai jamais connu une émotion plus forte dans ma vie de footballeur. C'était mon rêve d'être champion du monde avec mon pays, je l'ai réalisé. Et peu importe si j'étais premier, deuxième ou troisième gardien, j'aurais adoré être à la place de Dibou Martinez. Mais quand il était sur le terrain, toute mon énergie était pour lui. Personne ne m'enlèvera ce titre. J'ai la coupe chez moi et je ne l'échangerai contre aucun autre titre. Bon, si tu gagnes la Ligue des Champions avec l'OM, je suis désolé, mais ta coupe du monde, tu peux la mettre où tu veux. Où ça rentrera en tout cas. En France, nous sommes traumatisés par Emiliano Martinez depuis. Je lis la suite. Je suis très ami avec lui, on a une superbe relation et je comprends très bien ce que Dibou provoque chez les autres. Mais si vous le connaissez vraiment, c'est une superbe personne, quelqu'un de très bon. Mais ce que je disais, quand il s'agit de compétition, il veut gagner et il fera tout son possible pour te battre. Son style, ses provocations face aux tireurs pendant les séances de tir au but, cela vous inspire-t-il? Non, moi j'ai ma propre routine. Je n'arrivais pas à faire ce qui lui avait Je n'arrivais pas à faire ce qu'il fait lui avant un tir au but. Pas pas parce que je n'aime pas, mais parce qu'à un moment, là, je pense à autre chose. On étudie beaucoup de tirs au but et avant cette finale aussi, rien n'a été dû au hasard. On s'est beaucoup entraîné. Cet arrêt de Martinez face à Colomboigny, est-ce l'attaquant qui joue mal le coup ou le gardien qui fait un exploit? Sur le moment au stade, on n'a pas conscience de l'importance de cet arrêt parce que juste après, il y a une contre-attaque et une grosse occasion. C'est vrai pour Lautaro Martinez de la tête, je crois. Pour moi, c'est surtout le mérite de Dibou et pas une erreur de Colomboigny. Il la prend bien et elle part fort, mais Dibou est énorme. Roberto De Zerbi m'a dit maintenant que tu as été éliminé, tu dois venir, je t'attends. Allez, maintenant on va parler un peu de l'OM, parce que ça parle que de l'Argentine. C'est bien gentil l'Argentine, mais l'OM avant tout. Alors, avez-vous d'autres modèles chez les gardiens? Mon idole gamin, c'était Chilavert. Qui c'est qui se souvient de Chilavert? Quelle particularité il avait? N'hésitez pas à me dire. Il jouait pour Vélez, ce n'était pas tant son style, pardon. Il attirait l'attention parce qu'il était le premier gardien à marquer, à frapper les coups francs, bah voilà, ils le disent, et les pénaltys. Ensuite, mon idole a été Buffon. D'ailleurs, tiens, je vous pose une question. Où a joué en France Chilavert? José Luis Chilavert, il a joué en France dans un club. N'hésitez pas à me donner le club. Voilà. Puis Petr Cech, qui a joué aussi en France. Casillas, je suis très différent d'eux. J'ai une bonne lecture du jeu et j'anticipe bien peut-être ma principale qualité. Je parle beaucoup à mes défenseurs, je regarde toujours les joueurs et leurs mouvements. Et je ne regarde pas si souvent le ballon. J'essaie d'éviter plutôt que d'arrêter. C'est-à-dire que je vais faire en sorte d'éviter une occasion ou une frappe plutôt que d'avoir à l'arrêter. C'est mon style de jeu. Je n'ai pas peur de sortir loin de mon but. Quand il faut le faire, je le fais. Ouais, tu n'as pas hésité à sortir face à Toulouse. Attention, ne réitère pas ça face à Lyon demain. Quand vous avez eu le premier contact avec le coach, qu'avez-vous pensé? J'étais avec ma femme à Miami. Nous avions un jour de libre entre la Copa América et les JO. Nous étions avec mon fils à l'hôtel. J'ai raccroché, je lui ai dit « C'était Roberto De Zerbi. Si un entraîneur avec qui j'ai envie de travailler, c'est lui. » Elle m'a dit que si c'était le destin, cela se ferait. Je suis allé à Paris, nous avons été éliminés un vendredi. Le samedi, j'étais à Amsterdam car je devais me présenter à l'entraînement. Après la séance, Roberto De Zerbi m'a rappelé. Il m'a dit « Maintenant que tu as été éliminé, tu dois venir, je t'attends. » Pourquoi aviez-vous envie de travailler avec lui? J'observais ses équipes, leur manière de jouer, la façon dont ils voient le football. À Villarreal, Unai Emery nous disait qu'il regardait beaucoup les sorties de balles des équipes de Roberto De Zerbi. Donc Unai Emery s'inspire de De Zerbi. Ça, je ne l'avais pas vu, je ne l'avais pas lu. Et j'ai commencé à re-regarder ces équipes avec plus d'attention. Et c'est fou comme elles jouent. Quand cette possibilité est arrivée, j'ai foncé. Il est exigeant avec les gardiens, en parlant de De Zerbi. Que vous demande-t-il? Il est exigeant avec tout le monde, pas davantage avec nous. Notre poste prend plus d'importance dans cette façon de jouer parce que nous sommes un joueur de champ en plus. Bon, la première des choses qu'on nous demande en tant que gardien, c'est d'arrêter les ballons. Mais ensuite, oui, comme je suis en retrait et que j'ai une bonne vision du terrain, il faut essayer d'analyser très vite comment l'adversaire vient presser, où sont les espaces pour aider mes coéquipiers à se placer ou à jouer. C'est le plus compliqué peut-être de te rendre compte sur le moment de ce que tu dois faire. On travaille là-dessus, on est sur le bon chemin. Il vous demande de jouer à court, mais aussi parfois de jouer long, comme contre Nice. Contre Nice, il venait presser en 1 contre 1, donc il fallait jouer plus loin devant. C'est cela. Il lire le moment, analyser rapidement et voir où on peut trouver l'espace pour marquer. Parfois, ce sont les défenseurs, parfois les milieux, parfois c'est moi. Cela me plaît de cette manière-là. On aura plus de chances de gagner. Voilà le petit entretien.
Je pense que c'est plutôt sympa. Ça parle pas beaucoup de l'OM finalement. J'aurais pu lire plutôt la réponse de Cissé sur Mopé, mais c'est pas grave. Je vous le lirai une autre fois si ça vous intéresse. Voilà, sur la vidéo de demain si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous voulez que je vous lise ça demain? Ou alors je le mets dans le Discord pour ceux qui sont intéressés. Je le mettrai plutôt dans le Discord. Voilà les amis, je pense que j'ai tout abordé. Maintenant, je vais vous montrer 2-3 choses. Bon, ça, je ne le lis pas. Ceci. Alors, à chaque live, je fais un live débrief le lendemain ou le soir même et on note les joueurs en fin de rencontre. Les notes, je les retranscris et je fais la moyenne de la saison sur tous les matchs. Je fais la moyenne de la saison sur tous les matchs, de tous les joueurs. Et je la retranscris sur un site qui s'appelle Regarde OM My Canva, site.note, machin. Vous cliquez dessus, c'est dans toutes les descriptions. Dans la description que je vais vous mettre de la vidéo, là, juste en dessous, tu cliques dessus comme ça. Ça s'ouvre de cette manière-là. Tu as les notes moyennes de tout l'effectif depuis la 3e journée. Voilà, j'ai malheureusement pas fait depuis Brest et depuis le match contre OM Reims, mais plutôt Toulouse contre l'OM et OM contre Nice. Vous voyez que 6,25 pour Roulis, 6 pour Kondogbia, 5 pour Rongier, 7 pour Heuberg, 7 pour Greenwood, 7,5 pour Enrique. Je descends un petit peu, vous voyez les notes du côté du match de Toulouse-Marseille avec le score, les notes de tous les joueurs et de De Zerbi, et les notes aussi pour l'OM Nice avec tous les joueurs et De Zerbi aussi. Voilà, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas, on le fera ensemble à chaque live débrief. Voilà, tenez-vous au courant, mettez la cloche, abonnez-vous et like et partage et tout ce que vous voulez. Allez, maintenant, on va sélectionner ceci. On regarde s'il y a une actualité. Il n'y a pas d'actualité. Et on va être en gros plan. Voilà, les amis. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous mets encore l'alerte. N'hésitez pas à liker, abonnement, cloche, commentaire, partager. Faites-vous plaisir. Si vous voulez me suivre le plus longtemps possible, eh ben, il faut continuer à mettre de la force à la chaîne. Allez, on essaie d'atteindre la barre des 500 likes aujourd'hui. Pourquoi pas. Hier, on ne l'a pas atteint, mais on peut le faire aujourd'hui. Je sens que vous êtes en forme. Et en plus, vous êtes en week-end. Ça vous coûte quoi? C'est gratos. Allez, un petit force pour la chaîne, pardon. Je vais boire un coup parce que j'ai trop soif. J'aurais pu le faire après, mais c'est pas grave. Je vais vous dire ma phrase d'habitude. Allez, vive le foot chez Sebach Foot. Et surtout, les amis, allez l'OM. Ou 55 minutes, je suis désolé. Mais c'est pas grave. Tiens, il y a un petit mot de passe à la fin. Courgette.